Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 57. Un bon conseil d'amis. La vie de Childéric a quand même un petit parfum de mythe comme on le voit souvent dans les récits épiques autour du Moyen-Âge, voire même de mythos, comme disent les jeunes aujourd'hui. En effet, des aventures incroyables, une vie sexuelle débridée, des combats épiques aux quatre coins de la Gaule. Tout cela au milieu d'un empire romain d'Occident en train de s'écrouler. Autant d'histoires formidables et audacieuses qui masquent cependant sa probable soumission au dernier empereur romain encore debout à la fin des années 70, à savoir le phare de Constantinople, l'empereur Zénon. Car l'empereur d'Orient a sans doute fait du roi barbare du nord de la Gaule son allié dans cette période troublée, ce qui est moins épique que ce que nous disent les textes, mais beaucoup plus vraisemblable. Une vie bien remplie donc, et qui laisse la place à un successeur dont personne n'a entendu parler jusque-là. Son fils, que par contre tout le monde connaît aujourd'hui, sous le nom de Clovis. Et finalement, après 3 ans d'attente et 60 épisodes, il est enfin temps de parler du plus célèbre mérovingien de l'histoire de France. À toi, Xavier. Clovis monte vraisemblablement sur le trône autour de l'année 481. Impossible de décrire la cérémonie avec précision pour cette prise de pouvoir, vu qu'on n'en a aucun témoignage. Même si certains font le pari qu'il a pu évidemment être élevé sur un bouclier de guerrier, coutume connue en Orient depuis longtemps, et adoptée par les Francs comme d'autres peuples germaniques, dont on a parlé pour l'empereur Julien l'Apostat en 360 à Paris. En tout état de cause, on peut imaginer que la transition a été plutôt simple, vu qu'on n'a jamais eu trace d'un frère ou d'un oncle dans les parages qui aurait pu lui contester la place, malgré la vie débridée du tauride Childéric. Et même si elle n'était pas automatique, la succession de père en fils semble bien avoir été aussi couramment pratiquée chez les Francs que chez les Romains du 5e siècle. Clovis, jeune adolescent en 481, a donc probablement assisté à l'enterrement de son père sous un grand tumulus à Tournai, aux portes de la vieille ville romaine. Une tombe où le roi a été déposé, avec ses armes prestigieuses recouvertes d'or polychrome, habillé de sa tunique d'officier romain et enterré avec son destrier. Ainsi qu'avec une femme couchée à ses côtés, dont on a juste retrouvé le crâne, et qui a bien pu être, pourquoi pas, celui de la reine Bassine. Enfin, en imaginant la dernière volonté du roi que d'être enterré avec sa reine, son épouse au caractère bien trempé, si on en croit sa légende. Mais il y a une autre chose à ne jamais oublier avec les sépultures. Elles racontent souvent plus de choses sur les héritiers que sur le défunt lui-même, qui n'est en général plus là pour régler les détails de cette affaire. Et s'il y a une chose à retenir à propos de la tombe de Childéric, c'est évidemment la débauche de richesse qu'elle contient. Alors oui, il y a déjà les armes plaquées d'or pour commencer, mais il y a aussi le numéraire. Alors, qu'on mette quelques pièces dans une tombe comme rite ancien de paiement de passage vers l'au-delà, c'est du classique. Mais une bourse entière remplie de pièces d'or à l'effigie de l'empereur Zénon, là c'est autre chose. Et puis, il y a aussi les chevaux. Pas seulement le destrier du roi, il y a d'autres chevaux sacrifiés et enterrés tout autour de la tombe, qui là aussi sont exceptionnels. Alors, une nouvelle fois, la pratique n'est pas nouvelle. On a retrouvé les tombes de plusieurs princes germaniques des 3e, 4e ou 5e siècles enterrés avec
1 ou 2, voire 3 chevaux sacrifiés autour d'eux pour les accompagner dans l'au-delà. Une coutume germanique habituelle donc pour un chef de guerre, coûteuse, mais pas tout à fait originale. Mais pour Childéric, ce n'est pas 2 ou 3 chevaux qu'on a retrouvés, même pas 5 ou 10. On en a retrouvé 21. 21 chevaux de guerre qui représentent une somme proprement vertigineuse pour l'époque, sacrifiés pour accompagner son père dans l'autre monde. Ah mais le pognon de dingue, comme on dit aujourd'hui. La seule manière d'interpréter ça, c'est que Clovis a voulu en mettre plein la vue avec cet enterrement. Du style, on est tellement top dans cette famille régnante, on est tellement riche à millions, qu'on peut jeter du pognon, même dans une tombe, tellement on est plein aux as. Donc pour toi, l'enterrement de Childéric, c'est avant tout un gros message pour les vivants. Du genre, tu n'es pas là pour faire de la figuration et tu vas envoyer du lourd. Go big ou go home, comme disaient les armoricains. C'est l'interprétation communément admise pour la prise de pouvoir de Clovis. Celle d'un jeune prince devenu roi qui veut, dès sa prise de pouvoir, envoyer le signal de son opulence. Mais ce n'est qu'une hypothèse, puisqu'objectivement, on ne sait rien de précis sur l'enfance et la jeunesse du jeune roi des Francs. Même son couronnement, alors qu'il n'est qu'un adolescent d'une quinzaine d'années autour de 481, est une conjecture, comme sa date de naissance. Mais disons autour de 465, lorsque le tauride Childéric épouse Basine, princesse de Thuringe. Ce qui fait de Clovis, en toute vraisemblance, un prince totalement dans le moule des souverains germaniques du 5e siècle, avec une culture d'outre-Rhin que lui a probablement transmis au minimum sa propre mère, mais disposant aussi d'une culture latine. On n'en a pas la preuve absolue, mais avec un papa agissant comme officier supérieur au service des Romains et un entourage d'anciens fonctionnaires impériaux qui se sont mis au service de Childéric, on peut parier que le prince a reçu une éducation soignée et qu'il parle sans problème le latin, la langue traditionnelle toujours utilisée dans l'armée romaine. Tout à fait probable aussi, Clovis a dû recevoir une éducation martiale comme futur chef de guerre franc, que ce soit dans le maniement des armes, dans lequel il va se révéler plutôt compétent d'ailleurs, comme dans le commandement des troupes, où là, il va carrément s'imposer comme un général de première force. Notre prince franc a forcément été initié à l'art de la guerre dès son plus jeune âge. Pour le reste, difficile de conjecturer quoi que ce soit de son enfance, qu'elle ait eu lieu à Tournai ou ailleurs. On ne lui connaît pas de frères, mais par contre, Clovis a des sœurs, 3 au minimum, répondant aux doux noms de Albofled, Odofled et Lantichild. Des sœurs apparemment plus jeunes que lui, mais que Clovis saura marier utilement pour ses buts politiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne les aimait pas comme un bon grand frère, mais qu'en tout état de cause, il n'a pas fait preuve d'une grande originalité en les traitant comme de simples monnaies d'échange diplomatiques, comme le voulait l'époque. Donc une éducation de prince semi-barbare, semi-romain, quelque part au nord de la Gaule, pour le préparer à prendre le trône, dont il hérite vers 15 ans quand meurt son père. Mais un trône pas si prestigieux que ça, si on a tout compris. Un petit royaume semi-indépendant franc, à l'extrémité de ce qu'on appelait avant l'Empire romain. Alors pourquoi, à ton avis, son premier acte a-t-il été de vouloir en mettre plein la vue avec l'enterrement pompeux de son père, pour un roi qui, selon toi, n'avait ni prestige, ni une fortune particulièrement immense? Parce que roi barbare à ce stade, semi-romanisé ou pas, c'est avant tout un seigneur de la guerre. Un chef de groupe militaire qui vit principalement du pillage, de l'extorsion ou des contrats de mercenariat. Comme les bandes de guerriers l'ont toujours fait depuis leur apparition dans notre histoire. Si vous vous rappelez les écrits de ce cher Tacite et ses descriptions des modes de vie de Hermann et des autres. Le bon vieux modèle du chef tribal qui va gagner sa croûte et celle de ses hommes en extorquant aux autres de quoi vivre. Or, un seigneur de la guerre ne mérite et ne conserve sa place que d'une seule manière, avec des cadeaux tout simplement, ou pour le dire autrement, en redistribuant des richesses, en faisant preuve de la plus grande largesse pour fidéliser la troupe qui le sert et attirer de nouveaux combattants impressionnés par sa générosité. Commencer son règne en jetant l'argent par les fenêtres, ou en tout cas dans un tumulus, c'est un moyen de dire à tous les hommes anciennement fidèles à Childéric qu'avec Clovis, personne ne va servir pour des clopinettes. Montrer une générosité démesurée comme il le fait avec son père défunt est probablement
Devant les soldats réunis pour cet enterrement, c'est comme ça que Clovis va prouver aux vivants qu'avec lui, même s'il n'est qu'un adolescent, la fortune est garantie tout simplement. D'ailleurs, il faut parler du véritable nom de Clovis. En réalité, Clodovec dans la langue germanique des Francs, et qui sera déformé seulement au fil du temps en Clovis. Un nom pas du tout historique donc, mais qu'on va utiliser par simplicité dans notre balado, vu qu'on a tous l'habitude de l'entendre tout le temps. Clodovec, ou Clovis, ne déroge pas à la règle habituelle des noms francs, avec la juxtaposition de deux suffixes. Une combinaison qui bien sûr rappelle la filiation du prince aux ancêtres de la famille mérovingienne et projette probablement par sa signification une image percutante pour un chef de guerre. Car dans le Clodovec, on entend bien le préfixe Claude ou Claude, signifiant glorieux ou renommé, comme dans Clodion. Et on entend aussi Veg ou Vig, qui comme dans Mérovec, le grand-père présumé, signifie le combat ou la bataille. Même si on n'a pas la preuve que tous ces prénoms mérovingiens avaient une signification précise, Clodovec sonne cependant avantageusement pour ce prince, avec un sens proche de illustre dans la bataille ou combat de gloire. Mais il y a une autre théorie, moins populaire chez les historiens, mais intéressante à considérer. C'est que la transcription de Clodo venant des textes a pu être incorrecte et doit plutôt être traduite comme Luda plutôt que Lod, un autre mot franc qui signifierait la part ou la portion en langue germanique en réalité. Ah, donc en fait, ça ferait du nom originel de Clovis un nom signifiant plutôt dans ce cas le glorieux pourvoyeur de butin, ou celui qui partage largement la richesse. Une traduction hypothétique, évidemment, personne n'est sûr de rien, mais qui aurait également tout son sens. Bon, quoi qu'il en soit, ça ne change pas le fait que Clovis a voulu envoyer des signaux aux hommes de son père pour garantir sa place, avec une débauche d'opulence bien réfléchie. Mais cette stratégie a quand même un petit défaut, non ? Quand vous mettez vous-même la barre très haute, vous faites naître des attentes assez fortes. Des attentes qu'il faudra bien honorer un jour ou l'autre. Probablement. Mais force est de constater que le roi barbare est un genre d'occupation où il n'est pas recommandé de faire preuve de trop d'état d'âme ou de timidité. Le 5e siècle est rempli de rois barbares, Wisigoths, Huns ou Burgondes, assassinés par leur propre entourage pour n'avoir pas montré assez de détermination ou d'efficacité dans leur rôle de chef. Et la lutte des deux frères sous Aetius et Attila montre bien d'ailleurs que chez les Francs, rien n'était définitivement acquis question succession. D'ailleurs, il y a un autre élément à considérer autour de l'avènement de Clovis, une autre pièce au dossier qui montre combien la question de l'affermissement du pouvoir d'un tout jeune chef comme lui n'est sans doute pas un tout petit enjeu en 481. Car on dispose aussi d'une lettre de félicitations de Saint Rémy, l'évêque de Reims que la plupart des historiens datent de cette prise de pouvoir ou de quelques années après. Alors d'abord, Saint Rémy, qui ne s'appelle encore que Rémy à l'époque, n'est pas n'importe qui. C'est un immense personnage, évêque depuis déjà 20 ans d'un des plus grands évêchés du nord de la Gaule et descendant d'une famille prestigieuse de la région de la Champagne. Cet homme très bien éduqué dispose d'une immense autorité au nord de la Gaule, à la fois spirituelle mais aussi politique d'une certaine manière. Et dans sa lettre à l'adresse du jeune Clovis pour le féliciter, malgré sa fin tronquée, le vieux sage qu'est le quadragénaire Rémy explique la chose suivante, et je le cite. « Au Seigneur insigne et magnifique par le fruit de ses actes, le roi Clovis, Rémy, évêque. Une grande nouvelle nous est parvenue, selon laquelle vous avez pris l'administration de la Belgique seconde. Il est dans la tradition que tu deviennes ce que tes parents ont toujours été. Ce que tu dois accomplir pour que le jugement du Seigneur ne t'abandonne pas, ce sont encore de grandes actions, puisque tu es parvenu au fait des honneurs, parce que ce sont les actes qui témoignent en faveur de l'homme. Tu dois t'attacher des conseillers qui puissent être l'ornement de ta renommée. Ta bonté doit s'exercer de façon chaste et honnête. Tu dois faire honneur à tes prêtres et recourir toujours à leurs conseils. Car si tu t'accordes bien avec eux, ta province en sera renforcée. Aide les habitants de tes cités, relève les affligés, soutiens les veuves, nourris les orphelins, et plutôt que de menacer, fais en sorte que tous t'aiment, tout en te craignant. Que la justice s'exprime par ta bouche, sans attendre de dons des pauvres ou des pérégrins.
que le prétoire soit accessible à tous et que personne n'en soit chassé. Tu possèdes les richesses paternelles, alors tu peux libérer les captifs et les absoudre du joug de la servitude. Si quelqu'un se présente à ton regard, qu'il ne se sente pas pérégrin. Amuse-toi avec les jeunes, discute avec les vieux. Si tu veux régner, juge noblement. Oula, c'est moi ou il lui parle carrément comme à un gosse? C'est quoi ce ton de prof qui parle à un gamin de 6e? Je veux bien que ton Rémi soit une huile dans la hiérarchie catholique nicéenne. Mais c'est quand même super curieux comme lettre d'introduction envers le nouveau roi du pays, non? En tout cas, la version avec famille de Rémi est carrément moralisatrice. Curieux peut-être, mais c'est l'un des rares documents authentiques et contemporains, donc il faut le traiter comme une source de première importance sur ce qui se joue lors de la prise de pouvoir de Clovis, au-delà du ton un peu surprenant de notre évêque. Première évidence, le texte très direct et très pragmatique de Rémi révèle que l'évêque ne traite absolument pas le roi des Francs comme s'il s'adressait à un sauvage mal dégrossi. Rémi parle tout simplement à un représentant officiel du pouvoir romain nouvellement nommé, comme il parlerait à n'importe quel autre commesse ou dux qu'aurait pu installer un empereur depuis Constantin sur la région depuis 150 ans. Pour Rémi, Clovis est peut-être un roi, mais à ses yeux, c'est surtout l'administrateur romain officiel de la Belgique seconde, grande région romaine depuis Dioclétien, depuis la fin du IIIe siècle, couvrant le nord de la France, la Champagne et l'ouest de la Belgique. D'ailleurs, en parlant de sa cour de justice, là encore, Rémi utilise un vocable de romain avec le mot de prétoire, bien qu'on peut douter que Clovis utilise un bâtiment de ce type. L'empereur a bien pu être déposé à Ravenne en 476. Pour un notable de l'Ouest comme Rémi, il est quasiment impossible de penser l'organisation politique hors des schémas de l'Empire romain. Par conséquent, notre homme considère Clovis comme un fonctionnaire romain traditionnel, un gouverneur de province, même si objectivement, on aurait du mal à définir qui l'a officiellement nommé à ce poste. Mais Rémi ne s'embête donc pas trop avec ce genre de problématique. Il tient compte de la réalité du terrain telle qu'elle est, c'est tout. Et sur le terrain, le nouveau chef en charge des forces militaires pour le compte nominal de Constantinople s'appelle Clovis. Et ça lui suffit. Et l'approche présente un petit avantage quand même, celui d'autoriser un ton presque d'égal à égal avec le roi des Francs, vu que depuis un bon siècle avec saint Ambroise et Théodose, l'Église se considère un peu comme un co-dirigeant de l'Empire avec le pouvoir politique. Alors, pas vraiment en concurrent, n'exagérons rien. Les évêques ont une sphère d'influence bien à eux, sans le moindre rôle militaire ou politique à l'échelle du pays. Mais ils travaillent plus en partenariat avec les officiels romains qu'en subordonnés depuis des décennies maintenant, dans leur région, gérant les cités en quasi-autonomie tant qu'ils jurent fidélité et payent leurs taxes. D'ailleurs, autre bizarrerie pour le cadre de cette lettre, c'est justement que Rémi fait comme si Clovis était le gouverneur exclusif de la province de Belgique seconde, ce qui est forcément inexact puisqu'un gros morceau sud de la province lui échappe probablement encore. Rappelez-vous, si Agrius, le fils d'Aegidius, et appelé à défaut autre chose roi des Romains par Grégoire de Tours, maintient son petit état rebelle entre la Loire et la Somme et contrôle Soissons notamment. Et puis, il y a d'autres petits royaumes francs indépendants aussi, autour de Cambrai, de Tournai et des autres villes du Nord. Donc Clovis ne peut être le gouverneur unique de toute cette province. Mais Rémi décide de faire simple. Soit pour le flatter, soit pour reconnaître sa prééminence régionale. Soit les deux. Et il lui donne carrément le titre de gouverneur de la province. D'ailleurs, cela donne une idée du grand bordel qu'est devenu l'Empire romain. Pour pousser l'évêque à reconnaître un ado de 15 ans, à moitié germain, du nom de Clodovègue, comme le meilleur pari de stabilité pour la Gaule du Nord. Cela s'est d'ailleurs probablement fait avec le consentement de Constantinople, où l'empereur d'Orient, le phare Xénon, a totalement coupé les ponts avec Syagrius et son royaume de Soissons. Alors si sur la forme, Rémi respecte, même au prix de une ou deux approximations, les règles et les standards de la communication avec un officier supérieur romain, sur le fond, c'est une toute autre histoire quand même. Parce que la lettre décape un petit peu, malgré le ton relativement respectueux en surface. Difficile de ne pas détecter
une certaine forme de petit sermon condescendant venant de l'évêque alors qu'il parle au soi-disant grand roi Clovis. Petit sermon avec, et c'est bien normal, une bonne couche de morale chrétienne sur la défense de la veuve et de l'orphelin, sur les vertus de l'honnêteté et de la chasteté. Autant de concepts qui, pour des occidentaux du XXIe siècle, sont parfaitement attendus dans la bouche d'un évêque catholique, mais qui, pour le coup, ont pu résonner assez étrangement aux oreilles d'un roi barbare païen, tout romanisé qu'il était. Ce qui peut-être doit nous faire réaliser que la lettre, malgré son ton très poli, peut absolument être comprise comme une véritable leçon au premier degré de l'évêque pour l'administrateur romain nouvellement nommé, appelé Clovis. Si l'évêque Rémi insiste sur certains concepts, bourrés de références bibliques qu'il est, c'est peut-être que leur évidence ne tombait pas forcément sous le sens pour le païen. Par exemple, quand il encourage Clovis à la probité dans son rôle de dirigeant, sans tolérer les pots de vin, ou la corruption avec une phrase comme « que la justice s'exprime par votre bouche, sans attendre de dons des pauvres ou des pérégrins », c'est peut-être que la pratique de s'enrichir sur le dos des populations était probablement la norme et sacrément bien attachée à la réputation de seigneur de guerre comme celle du roi des Francs. De même, les encouragements à régner sans faire preuve de tyrannie envers les populations, avec une phrase comme « plutôt que de menacer, fais en sorte que tous t'aiment tout en te craignant », c'est une manière de mettre en garde le roi, qu'un pouvoir militaire oppressif ne serait pas le bienvenu, alors que Rémi de Reims, comme tous les évêques, se voit comme un protecteur de toutes les populations de la région, franque ou gallo-romaine. Une mise en garde, sans doute pas totalement étrangère à l'idée qu'il se fait d'un chef militaire, successeur de son père, grand pillard également, ainsi que de leur ribambelle d'ancêtres. Faut pas croire que pour un Romain éduqué comme Rémi, un officier impérial d'origine germanique païen est vu comme un égal. D'ailleurs, le style assez direct de la lettre, assez différent du style alambiqué utilisé généralement entre lettrés gallo-romains, montre bien que pour l'évêque, le roi est avant tout un officier militaire. Voire un gros balèze un peu ignorant à qui on a intérêt à parler un peu cash si on veut être bien compris. Un gros bourrin, quoi. Un homme à qui on explique gentiment qu'il y a peut-être mieux à faire que de suivre les pas de ses ancêtres en choisissant une vie de pillard germanique. En tout cas, avec ses conseils bien sentis, l'évêque est parfaitement dans son rôle de défenseur du peuple et de bouclier des habitants des cités, qu'il met d'ailleurs spécialement en exergue dans sa lettre. Une autorité spirituelle et temporelle, essayant de tempérer la fureur du prince, qu'il envisage comme un barbare au sens moderne du terme. Pas forcément méchant, mais probablement un peu simple, ayant besoin qu'on l'aide à faire de bons choix. C'est-à-dire prendre le rôle du bon gouverneur romain, prenant sous sa responsabilité la direction d'une région, sa protection et sa sécurité. Et pas celle du chef de guerre barbare, qui n'est là que pour piller et rançonner le pays avant de passer à sa prochaine cible. Un choix qu'on pourrait résumer par gouverner ou extorquer. D'ailleurs, il y a une autre façon de lire la lettre quand même. Un autre angle derrière le plaidoyer pacifiste de l'homme de Dieu vis-à-vis du seigneur de la guerre qui l'abreuve de bons conseils. Il y a aussi l'angle de la menace à peine voilée. Rémi ne représente pas que l'Église et les pauvres si on y réfléchit. Il représente aussi sa classe sociale, les riches et les puissants de la Gaule dont il est issu et qui sont objectivement les patrons des provinces de Gaule. Ces grandes familles qui se partagent la richesse et le pouvoir depuis des générations et qui ont placé des hommes à eux comme Rémi à la tête des évêchés. Parce que, dans le fond, c'est ainsi que l'Empire romain a toujours fonctionné. Un pouvoir central fort dirigeant la machine impériale. Un pouvoir central fort dirigeant la machine militaire, d'accord, mais s'appuyant avant tout sur les élites locales, libres de leurs croyances et de leurs coutumes, tant qu'ils contrôlent leur bout de territoire, maintiennent la paix sociale et feront remonter leur part de taxes vers le sommet. Les élites locales n'ont sûrement pas disparu avec les réformes de Dioclétien à la fin du IIIe siècle et la naissance d'une fonction publique pour contrôler l'impôt et les rouages de l'État. Elles se sont désengagées des rôles militaires et des fonctions municipales, d'accord, mais elles restent en place, contrôlant localement les territoires et les peuples par leur fortune et leur influence, comme le commerce, la collecte des impôts ou la justice du quotidien. Vivant sur leurs grands domaines aux marges des villes
et fidèles au modèle culturel de la romanité, ces hommes ont depuis longtemps fait le choix de s'accommoder avec n'importe quel pouvoir militaire, qu'ils soient barbares ou romains, tant qu'on les respecte dans leur province. Et n'allez pas croire que le 5e siècle a vu leur pouvoir baisser au gré des conflits et des invasions. C'est tout l'inverse en fait, vu que les riches de l'Empire à l'ouest ont même réussi à se soustraire quasiment totalement à l'impôt sous le règne du bien trop faible Honorius puis de Valentinien III, et à apparaître lors de l'effondrement du pouvoir central comme les seuls interlocuteurs en local capables de servir de relais avec les populations pour les chefs militaires barbares en train de se partager le reste de l'Empire. Quoi ? Les milliardaires de l'époque, vivant dans des villages gigantesques et contrôlant des domaines avec des centaines d'esclaves, auraient réussi à se débrouiller pour ne plus payer leurs taxes en trouvant des astuces fiscales ? Mais tu m'étonnes que l'Empire romain soit écroulé. Quel État pourrait survivre avec une situation pareille, franchement ? Oui, je rigole, en effet. Mais plus sérieusement, on n'en parle jamais. L'égoïsme des élites et le groupe de pression qu'ils ont réussi à former pour se soustraire à l'autorité impériale et à leurs devoirs a sans doute plus contribué à la dissolution de l'Empire que les barbares, soi-disant fouteurs de brins. Ce sont eux les véritables maîtres de l'Empire à l'ouest, et de la Gaule en particulier. Ceux qui contrôlent vraiment le pays, qui dirigent tout depuis très longtemps et se moquent pas mal de savoir qui peut être le chef militaire au sommet de la pyramide tant qu'ils respectent leur foi chrétienne nicéenne et leurs biens matériels. Et leur système de cooptation entre eux, au point important, comme celui d'évêques par exemple. Et c'est sans doute comme ça qu'il faut comprendre la mise en garde subtile de Rémi. Tu dois t'attacher des conseillers qui puissent être l'ornement de ta renommée. Et puis plus loin, en parlant des prêtres, mais on voit bien qu'ils mélangent cette idée avec celle des grands aristocrates. Si tu t'accordes bien avec eux, ta province en sera renforcée. À ce stade, Rémi ne se soucie probablement pas de savoir que Clovis n'est qu'un franc païen à moitié romanisé, loin de ses croyances personnelles ou de son érudition de gallo-romain. Ce qu'il veut, c'est qu'il comprenne que son règne à venir dépend avant tout de l'adhésion de l'élite gallo-romaine et que s'il veut s'éviter des problèmes et une vie misérable de militaire dirigeant un tas de ruines fumantes, il doit commencer par les écouter, eux, les hommes importants de la région, qu'ils soient prêtres ou non d'ailleurs. Une autre voie est possible pour Clovis, une prise de pouvoir plus souple et plus consensuelle, mais qui sera plus solide sur le long terme. Il faut juste qu'il décide s'il veut écouter ses véritables amis, les bonnes personnes avec leurs bons conseils. Et ça tombe bien, Rémi a décidé qu'il voulait bien être son ami. Car en 481, Clovis est sur le trône et dispose, grâce à son papa, d'un bon morceau des Hauts-de-France et de la Belgique actuelle, et aussi d'une superbe armée qui a fait ses preuves dans tous les conflits qui ont traversé la Gaule lors des dernières décennies. Mais l'élite culturelle et économique gallo-romaine est aussi dans la place. Et ses leaders, que sont les évêques des grandes cités, vont par la voix de Rémi lui proposer un deal très simple dans le fond. Faire de l'élite gallo-romaine une alliée dans ce monde hostile, où par ailleurs, il doit vite trouver les moyens d'enrichir les hommes qui l'ont placé sur le trône de son père et ont bien compris le message de l'enterrement. Un allié plutôt qu'un adversaire. Un bon conseil d'amis que Clovis va recevoir 5 sur 5. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr ou de nous laisser un message. Et rendez-vous au prochain épisode.